Mes chers amis, merci pour votre venue pour cette réunion de fin d'année militante un peu particulière, vous l'aurez compris. D'abord parce que notre invitée oratrice, Madame Furet, comme nous vous l'avons indiqué ce matin sur WhatsApp à 10 h, a une grippe ou Covid, on ne sait pas bien. Elle vous prie donc de l'excuser, elle ne sera pas présente aujourd'hui pour ce qui était censé être et ce qui sera donc sans elle une réunion publique et à la fois une conférence de présentation des activités de notre groupe parlementaire au Parlement européen, le groupe des Patriotes pour l'Europe, et puis de l'activité de la délégation française de ce groupe, c'est-à-dire des 30 députés du Rassemblement national au Parlement européen. Délégation à laquelle, naturellement, appartient Madame Furet, étant membre de la commission des budgets. Et puis cette réunion est particulière, bien sûr, parce que, comme vous le voyez, nous avons maintenant, à chaque fois que nous faisons une réunion en région nantaise, ça a été le cas à Vertou en octobre, eh bien, des contre-manifestants, des actions de blocage, de protestation, avant même les blocages, il y a des actions en réalité de protestation, plusieurs jours en amont de nos réunions, pour dire qu'il est scandaleux que le Rassemblement national se réunisse, que ce n'est pas démocratique, que même les mairies ne devraient pas accorder de salle municipale au Rassemblement national. Bon, ben nous pensons tout l'inverse. Nous pensons que le Rassemblement national, comme n'importe quel parti en France, on dirait ça de n'importe quel parti, a le droit de s'exprimer, et quelque part le devoir à l'égard de la collectivité, sans quoi ce n'est pas un parti politique. Donc nous avons le droit de nous exprimer aujourd'hui dans cette salle, nous avons le droit d'avoir cette salle, qui est gratuite mais que nous payons par l'impôt finalement. Hein. Cette salle nous l'avons tous payée. Nous avons le droit à ce que nos adhérents, nos sympathisants, nos militants puissent venir dans cette salle sans être filtrés par des contre-manifestants qui là physiquement les empêchent de venir puisqu'il y a des gens qui devaient venir à ce meeting, à cette réunion qui ne peuvent pas venir. Et puis plus largement, nous avons le droit, et singulièrement Marine Le Pen, notre chef, a le droit de s'exprimer sans qu'il y ait, là en plus de ces black blocs, de ces antifas, une justice politisée, même une justice politique, qui nous explique quelle, notamment à l'élection suprême, à l'élection présidentielle, quel doit être notre candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Nous considérons que dans l'affaire du procès des assistants parlementaires, nous considérons que Marine Le Pen est innocente et que ce n'est pas à la justice de dire qui a le droit ou pas de se présenter à la présidence de la République. Et nous voyons d'ailleurs dans cette affaire qu'il y a beaucoup de personnes de toute sensibilité politique qui ont exprimé leur étonnement et souvent leur indignation et partagent notre point de vue sans être aucunement au RN. Il y a même parmi ces personnes des adversaires du RN, mais qui considèrent que la justice n'a pas à agir politiquement pour dire qui a le droit d'être candidat à la présidence de la République. Au même titre que les Black Blocs, les Antifas n'ont pas à manifester, à contre-manifester à chaque fois qu'il y a des réunions du RN. Et juste avant de venir à la présentation, Brian nous expliquera aussi d'importants éléments de politique nationale, la question de la censure du gouvernement, ça n'a pas forcément été bien compris, nous vous l'expliquerons donc. Juste avant de faire cette présentation, une précision sur ce mouvement de contre-manifestants d'aujourd'hui. À la réunion de Vertou qu'on a fait en octobre, on avait certes des Black Blocs, des Antifas qui faisaient leur triste besogne. Quelque part, on est habitué à ça. La nouveauté, en plus, avec cette réunion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des élus locaux, écharpes tricolores en bandoulière, des parlementaires, Madame Larnos notamment, députée écologiste de Rezé, qui se sont joints aux manifestants, là, il y a une heure, et qui l'avant-veille, et qui donc avant-hier avait publié un communiqué, où il y avait donc, sur un communiqué commun, l'organisation Antifa contre-attaque, qui est une organisation violente, de Black Bloc, et puis sur la même feuille, le logo du Parti Socialiste, les communistes, les écologistes, toute la gauche réunie. Voilà, toute cette gauche institutionnelle, cette gauche qui a pignon sur rue, cette gauche qui
peuple nos conseils municipaux ici dans la région nantaise, elle s'est liée dans un pacte ignoble avec les antifas violents, avec les black blocs de contre-attaque. Et ça, véritablement, c'est quelque chose de tout à fait saisissant, parce que ça montre que ces gens-là ne respectent pas la démocratie. Et pour conclure, avant d'en venir à la présentation, s'ils contre-manifestent contre nous, eh bien c'est qu'ils nous pensent, et je crois légitimement, en situation, demain, d'arriver au pouvoir. Si nous n'étions pas une force, je ne sais pas, bien menaçante, ce ne serait pas le mot, mais si nous n'étions pas une force sérieuse, capable d'arriver aux affaires, nous n'aurions pas en face de nous des gens qui, par tous les moyens possibles, essayent, et ils l'écrivent d'ailleurs, ils le théorisent, essayent, je cite, de tuer le fascisme dans l'œuf. Ils essayent par tous les moyens, quand le RN fait quelque chose dans la région nantaise, de tuer les initiatives, de disloquer nos meetings, pour que les mairies, qui sont souvent des mairies de gauche, refusent de nous louer les salles, pour que les gens qui viennent à nos meetings, comme vous le voyez aujourd'hui, ne puissent pas accéder physiquement aux meetings. Voilà, ils essayent d'intimider nos adhérents, nos sympathisants, nos électeurs, en espérant que demain, on ne fera pas de réunion dans la région nantaise. Eh bien, pour répondre à ces gens indirectement, nous sommes un parti politique, nous sommes chez nous en France, nous n'avons pas vocation à, je dirais, à nous organiser, à faire des réunions, à rencontrer nos électeurs, que dans les zones où nous sommes déjà très forts. Et à Nantes, effectivement, nous sommes plus faibles, mais nous sommes aussi très attendus à Nantes, parce qu'il y a d'énormes problèmes d'insécurité, de drogue, de cherté de la vie, de cherté des loyers, de saleté des rues. Et il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'il y ait une autre parole que le Rassemblement National, pardon, à ce qu'il y ait une autre parole que cette fausse droite. Et cette autre parole, c'est naturellement le Rassemblement National. C'est la parole que nous déployons notamment avec notre groupe de 140 députés à l'Assemblée nationale. C'est cette activité politique-là, cette dynamique que nous avons à l'Assemblée depuis 2 ans, que Brian va maintenant vous expliquer en vous évoquant l'actualité nationale du mouvement, et puis notamment notre riche actualité parlementaire, là, quelques jours après la censure qu'il y a eu. Encore une fois, mes chers amis, merci de votre venue. Et puis je laisse la parole à Brian, et ensuite on vous parlera un peu, beaucoup même du groupe des Patriotes pour l'Europe, auquel vous n'êtes pas forcément familier, mais ce sont nos députés au Parlement européen. Merci beaucoup Gauthier pour ta parole et puis pour la réunion. Merci à tous d'être venus malgré l'ambiance un peu hivernale et puis les antifas qui nous ont accueillis tout à l'heure. Donc ça a du sens si vous voulez de faire une réunion qui a lieu à la fois avec le contexte européen et le contexte national, parce que la dissolution elle a été décidée à la suite de l'écrasante victoire du Rassemblement National et de Jordan Bardella. Le Rassemblement National avec Marine Le Pen a réussi à faire rentrer massivement à l'Assemblée plus de 140 députés. Bon, il faut bien se rendre compte que théoriquement, avec 11 millions de voix qu'on a rassemblées aux élections législatives, on aurait dû avoir plus de députés. Le système étant fait comme celui-ci, avec des désistements de dernière minute et un projet qui a été un peu comme le projet Peur, si vous voulez, ça a été utilisé en 2016 contre Donald Trump, ça a été utilisé en 2017, en 2022 et à chaque fois. Et donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que le projet Peur, ça ne marchait plus, parce qu'on a réussi à faire 11 millions de voix aux élections. Sauf que des désistements, des macronistes qui ont réussi à faire élire, du coup, des gens comme Raphaël Arnaud, qui était un fichier S, des gens qui ont réussi à faire élire Mme Elisabeth Borne, des gens de gauche qui ont voté pour Mme Elisabeth Borne, pardon, qui était celle qui a fait la retraite à 64 ans. Donc tout ça, on se rend compte que c'est le parti unique. D'ailleurs, Jordan Bardella a dit très rapidement que nous sommes les adversaires face au parti unique. Les adversaires face au parti unique, c'est très concret, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, nous nous opposons systématiquement dès lors que ça ne représente pas les intérêts des Français. Par contre, s'il y a des mesures à droite ou à gauche, ou qui seraient portées par exemple par LFI ou par d'autres groupes politiques qui sont par définition hostiles à nos idées, nous les votons. C'est pour ça que s'il y avait eu l'abrogation de la réforme des retraites déposée par le groupe LFI, nous l'aurions fait. LFI, à l'inverse, a fait le choix d'un socialiste parlementaire de déposer qu'un seul texte qui était non conforme, qui n'a pas pu du coup être développé, parce que vous savez, le principe d'une niche parlementaire, c'est sur 24 heures, enfin même pas, sur une seule journée, chaque groupe politique a l'initiative de déposer des textes qui sont débattus, etc. La France Insoumise a fait le choix de déposer qu'un seul texte, qui n'a pu être développé jusqu'au bout, et du coup, on n'a pas pu aller au vote sur l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, nous avons été très clairs dans notre niche parlementaire qui avait eu lieu fin octobre. Nous avons proposé
l'armement de la police municipale. Nous avions proposé une loi spéciale pour l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, et bien évidemment l'abrogation de la réforme des retraites, parce que nous étions engagés à le faire, et parce que c'est quelque chose que les Français réclamaient. L'abrogation de la réforme des retraites, la gauche l'a refusée systématiquement. Ça n'a même pas été mis au vote parce qu'ils ont considéré que l'article n'était pas recevable. Parce que vous savez, normalement, on ne peut pas créer plus de dépenses qu'on en crée auparavant. Donc c'est un argument, un artifice juridique qui a permis de faire en sorte qu'on ne puisse pas s'exprimer sur cette question. Donc tout est cadenassé, entre guillemets, par ceux qui tiennent le pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc ce parti unique, parce qu'il faut se rendre compte que la Macronie a voté pour des vice-présidents LFI, des vice-présidents PS de l'Assemblée nationale, mais le Rassemblement national a été exclu de tout poste, alors que c'est le premier parti en nombre de voix. Et c'est même le premier groupe qui représente à lui tout seul le plus grand nombre de députés, parce que les autres, ce sont des alliances. Donc voilà, il y a un système profondément sectaire qui nous méprise, et même le gouvernement actuel, enfin l'ex-gouvernement, parce qu'il est démissionnaire à défaut d'en avoir un nouveau, parce que Bruno Retailleau, qui était du coup le ministre de l'Intérieur, a refusé de voter la loi portée par le Rassemblement national qui visait à l'expulsion des délinquants et des criminels étrangers. Donc encore une fois, Bruno Retailleau avait un discours très fort en 2022 lors des primaires, et puis quand il s'agit de mêler entre guillemets ses voix au Rassemblement national ou par l'intermédiaire de son groupe parlementaire, parce qu'il est encore une figure influente des LR, il ne va pas au bout. Donc tout est comme ça. À l'Assemblée nationale, le seul groupe qui défend réellement les intérêts des Français, c'est le Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté la censure. Parce qu'on l'a dit très clairement, Marine Le Pen a dit très clairement au discours de politique générale, parce qu'à chaque discours de politique générale, les présidents de groupes parlementaires s'expriment en disant que nous avons 3 lignes rouges. Nous avons dit pas d'augmentation des impôts, l'abrogation de la réforme des retraites et une mesure un peu plus ferme sur l'immigration. Sur 3 de ces sujets, le gouvernement a faim d'écouter le Rassemblement national et finalement il n'a rien donné. Parce que quand on regarde l'abrogation de la réforme des retraites, j'en ai parlé, ça a été déclaré irrecevable. Quand on regarde l'augmentation des impôts, il ne devait pas en avoir, il y a 40 milliards d'impôts supplémentaires dans le projet de budget qui était présenté pour 2025. Et il y avait 13 hausses d'impôts qui équivalaient à 40 milliards d'impôts supplémentaires. Donc on est un des pays en France, on met des impôts sur de la production, alors qu'on est déjà un des pays qui connaît un déficit industriel et économique criant. Donc tout ça c'est une incohérence totale, il y a des responsables à ça, donc c'est le parti unique comme je l'ai évoqué, et du coup le Rassemblement national, en cohérence avec cela, nous avons décidé de déposer une motion de censure, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de s'allier, non pas avec la France insoumise, mais non pas avec le PS, non pas avec les communistes, mais de s'allier avec tous ceux qui voulaient faire tomber le gouvernement. Une motion de censure, et ça c'est vraiment important parce qu'on essaie de nous faire croire que c'est à cause du Rassemblement national qu'on serait dans cette situation-là. C'est faux. Si on est à cause de cette situation-là, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas voulu écouter le résultat des urnes en juillet dernier. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas voulu nommer un Premier ministre qui puisse entendre les revendications légitimes du Rassemblement national. Et puis en résumé, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, nous a créé cette situation. Les 900 000 milliards de dettes, c'est Emmanuel Macron. C'est pas, même si François Hollande et Nicolas Sarkozy en leur temps avaient une part de responsabilité. Tout ça, si vous voulez, c'est l'incarnation du bilan d'Emmanuel Macron. Donc nous, dans l'opposition, comme on l'a toujours dit, on ne pouvait pas voter un budget qui allait alourdir encore plus les taxes pour les Français, qui allait alourdir le pouvoir d'achat et qui surtout n'avait aucune mesure sur l'immigration. Parce qu'il y a eu quelques petites marchandages, notamment sur le déremboursement des médicaments, mais quand on voit que le budget pour l'AME augmentait considérablement, donc l'AME c'est l'aide médicale d'État, c'est les soins pour les migrants. Aujourd'hui en France, et c'est pas pas chercher la polémique que de le dire, il y a des migrants qui malheureusement, avec le système politique français actuel, ont plus d'aide pour se soigner que des Français lambda ou des Français qui seraient dans la classe moyenne. Donc ça c'est un problème. Donc nous, très clairement, nous avons voté la censure pour épargner aux Français un budget qui pourrait être désolant. Alors oui, une motion de censure, ce n'est pas l'anodin, d'autant plus quand elle a été adoptée. Il faut arrêter le discours peur qui avait été utilisé par les médias. Il y aura une loi spéciale qui permettra au gouvernement de prélever les impôts, enfin du moins au Parlement de donner l'autorisation pour prélever les impôts, et d'avoir un budget qui sera voté en 2025, du coup en janvier. Ça n'a rien d'inquiétant, ça n'a rien de dramatique, c'est un pouvoir constitutionnel qui est donné aux parlementaires. Donc quand on entend Emmanuel Macron qui dit que c'est un coup de force démocratique, non, le coup de force démocratique c'est lui. Parce que c'est dans la Constitution que les parlementaires doivent contrôler l'action du gouvernement. C'est pas au gouvernement de contrôler les parlementaires, on n'a jamais vu ça. Donc le Rassemblement national, en votant cette censure, vous a épargné un budget qui était catastrophique, a épargné aussi aux agriculteurs des aides qui n'allaient finalement pas leur être utiles, parce que quand on voit que les agriculteurs demandaient d'être soutenus au niveau français avec des aides qui étaient notamment sur l'élevage, notamment sur... il y avait des aides spécifiques aussi sur la trésorerie, parce qu'il y a un problème de trésorerie pour les agriculteurs. Vous avez tout ce groupe politique qui l'annonçait au niveau national, qui au niveau européen ont voté pour les candidats du Mercosur.
notamment le commissaire à l'agriculture qui a soutenu le Mercosur, et la vice-présidente, la présidente de la commission, pardon, qui a soutenu le Mercosur. Donc il y a ce double discours, à la fois des LR au niveau national qui nous accusent d'avoir mis les agriculteurs dans cette catastrophe qui était annoncée. Malheureusement, les agriculteurs, ils sont dans les rues depuis des mois, si ce n'est des années, à cause des décisions du libre-échange et de la mondialisation. Mais ce n'est pas le Rassemblement national. C'est les gens de LR qui ont voté pour Mme Van der Leyen, qui ont voté à chaque fois pour tous les candidats qui défendaient le Mercosur. Donc le Rassemblement national n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle. Donc en votant la censure, on a permis d'avoir un nouveau budget et surtout un nouveau gouvernement. Donc on sera attentif aux mesures qui seront portées. Donc vous avez vu que M. François Bayrou a été nommé hier Premier ministre. C'est une surprise sans en être une, parce que ça fait 7 ans qu'il essaie de grappiller quelques mesures ou quelques postes auprès de Emmanuel Macron. Il a été ministre relativement un mois au début du premier mandat, puis il est vite reparti à cause des affaires judiciaires. Donc si vous voulez, François Bayrou, c'est l'incarnation des échecs du macronisme, puis même des échecs des dernières années, parce qu'il a été quand même haut commissaire au plan. La France connaît des faillites industrielles sans commune mesure depuis des années. Le déficit astronomique dont j'en ai parlé, c'est aussi lui, parce que le plan, c'est celui qui est capable d'anticiper et d'apporter des solutions. Puis il a été ministre de l'Éducation. La France a chuté terriblement dans les classements dernièrement. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron a choisi un clone. Il a choisi François Bayrou, qui ne lui fera pas d'ombre, même si Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Il a toujours eu la volonté de contrôler un peu son équipe. Et avec Michel Barnier, on voyait bien qu'il y avait quand même si Michel Barnier n'était pas le meilleur candidat, il y avait quand même une espèce d'opposition avec Emmanuel Macron. Il n'y aura aucune opposition avec François Bayrou. C'est la même chose. François Bayrou prétend casser un peu la barrière entre les élites et le peuple. On attend de voir. Le Rassemblement national est très clair. Il n'y aura pas de censure a priori. Parce que notre stratégie, ce n'est pas de rajouter du chaos, un chaos déjà économique, sécuritaire, migratoire, sociétal. Enfin, le chaos, si vous voulez, est généralisé. Donc à l'Assemblée, on va attendre davantage de savoir ce qui va être proposé, notamment son budget. Et on verra en fonction de ce qui est proposé, quelle position on adoptera. Mais ça a toujours été notre ligne de conduite de préférer la responsabilité au chaos. À la différence de LFI ou du PS qui maintenant essaye un peu de se détacher de LFI, mais qui sont bien contents de les retrouver normalement s'il y a une dissolution, pour pouvoir, entre guillemets, évoluer dans la stratégie du chaos. Ce n'est absolument pas le cas du Rassemblement national. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous progressons. Les Français ont bien vu qu'après la censure, le seul parti qui était en position d'incarner le changement, c'est le Rassemblement national. Marine était donnée à 38% au premier tour d'une élection présidentielle. C'est du jamais vu pour n'importe quel candidat d'ailleurs, mais aussi pour notre formation politique, au premier tour, 38%. C'est historique. Donc ça démontre bien que le Rassemblement national est la force d'opposition, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas été reçu à l'Assemblée, parce que Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt de recevoir une force d'opposition qui ne l'aidera en aucune manière à l'Assemblée. Donc si vous voulez, tout ça c'est le parti unique qui s'associe entre eux, et bien nous continuons à être dans l'opposition et à préparer l'alternance comme nous pouvons faire déjà au niveau européen. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu... d'expliciter un peu la situation, mais il faut vraiment sortir un peu du mythe qui a été développé par les médias et par nos opposants. Le Rassemblement national n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle et le vote de la censure est vraiment quelque chose de nécessaire pour préparer l'après, non pas l'après dans 2 mois, mais surtout l'après aussi dans 6 ou 7 mois, parce que l'Assemblée étant ingouvernable, il n'y a pas de possibilité de dissoudre avant juillet 2025. Donc voilà, on prépare dès maintenant l'état qui nous permettra d'avoir une majorité pour gouverner. Ça a toujours été l'objectif du Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça que nous attendons du Premier ministre François Bayrou, qui était un ardent défenseur de la proportionnelle, de mettre en place la proportionnelle pour pouvoir après avoir une vraie majorité avec une prime majoritaire pour dès demain gouverner efficacement. Donc voilà. Gauthier, tu continues sur... Voilà, vous a expliqué les raisons de cette censure, dont nous n'ignorons pas qu'elles n'ont pas forcément été bien comprises par nos électeurs, par nos sympathisants, et même par certains de nos adhérents qui nous ont fait savoir, qui nous ont fait remonter, qu'ils ne comprenaient pas qu'effectivement nous ayons mêlé nos voix aux députés du nouveau Front populaire. Voilà, ces mêmes députés qui manifestent aujourd'hui. Et comme l'a expliqué Brian, tout cela, le NFP dans cette affaire a été un outil au service de la chute d'un gouvernement dont le budget, effectivement, aurait eu de très mauvaises conséquences, notamment pour nos retraites. Et nous avions indiqué un certain nombre de lignes rouges. Et là aussi, dans cette affaire, nous n'avons pas été pris au sérieux par les gens d'en face. M. Barnier, M. Retailleau, le gouvernement n'ont pas pris au sérieux les revendications du Rassemblement national, qui n'étaient pas des revendications démagogiques, qui étaient simplement la volonté d'exprimer un projet politique qui tout de même avait été choisi par 11 millions de Français aux élections des 30 juin
et 7 juillet. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire, d'accord, a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas cette formation qui a fait le plus grand nombre de voix aux élections. C'est le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national qui a été plébiscité dans le pays par plus d'un tiers de l'électorat. Plus que ça, pratiquement 36%, me semble-t-il. Presque 40%. 35-36% de l'électorat. C'est énorme, c'est un record historique pour le Rassemblement national, et même si nous prenons en compte l'abstention, c'est tout de même quelque chose de très significatif. Parce que nous faisons maintenant des niveaux électoraux qui étaient à peu près ceux de nos seconds tours à l'élection présidentielle. Maintenant, nous les faisons dans de simples élections législatives. Donc c'est qu'il y a une demande populaire pour les solutions proposées par le Rassemblement national. Et il y a une demande populaire pour ce contre-budget qui a été proposé le mois dernier par les députés du Rassemblement national. Vous en avez sans doute entendu parler, un contre-budget qui a été travaillé notamment par notre député de l'Oise, Jean-Philippe Tanguy. Il y a une demande populaire pour cela. M. Barnier n'a pas pris cette demande au sérieux. A considéré, sans doute, je pense, que s'il satisfaisait, que s'il donnait l'impression à Marine Le Pen, à ses députés, qu'il serait entendu, bon, bah, finalement, on en viendrait à ne pas censurer, comme me l'indique Brian, et puis à valider les positions de ce gouvernement. À nous dire, oui, bah, finalement, ce gouvernement, il est acceptable. Eh bien non, pour l'instant, nous sommes des opposants. Alors nous sommes des opposants constructifs. Nous n'avons pas censuré, par exemple, a priori en septembre, parce qu'il fallait que le gouvernement fasse ses preuves. Mais nous avons censuré, sur preuve, sur facture, en début décembre, parce que le début de bilan n'était pas bon, et puis ce qui était prévu en termes de budget pour 2025 ne l'était pas non plus. Voilà. Et dans cette affaire, nous n'avons pas été pris au sérieux par les macronistes et leurs alliés des Républicains, et donc nous avons exercé notre droit, aux côtés certes de députés qui ont agi pour des raisons très différentes des nôtres. Les choses sont comme ça. Et puis, il y aura, nous le pensons, nous le souhaitons et nous le pensons à la fois, forcément, parce que ça ne peut pas durer des années comme ça, de nouvelles élections législatives qui devront bien arriver un jour. Parce que je ne sais pas comment et si M. Bayrou va convaincre. Mais enfin, je pense que la situation va rester instable tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections qui peuvent être provoquées par une nouvelle dissolution à l'initiative du chef de l'État d'ici le début du mois de juin. Et dans ce cas-là, comme à chaque fois d'ailleurs, le peuple sera juge dans cette affaire, il exercera souverainement son suffrage dans le secret de l'isoloir, et nous n'en doutons pas, il contribuera à faire élire davantage encore de députés du Rassemblement national, comme il l'a fait le 9 juin précédent aux élections européennes, où il a élu, et nous allons y venir, 30 députés du Rassemblement national au Parlement européen. Là aussi, nous sommes la première force, et là aussi, nous sommes bloqués dans le sujet. Et Brian va vous expliquer comment s'organise notre activité au Parlement européen, dans notre groupe parlementaire des Patriotes pour l'Europe, où nous sommes maintenant la première force politique de ce groupe. Ben, merci Gauthier. Alors, vous avez bien vu que le 9 juin, nous sommes arrivés massivement en tête. C'est historique, nous avons fait le double de la candidature qui était la deuxième, qui était la suivante en réalité arrivée au de suffrage, et qui était la candidature d'Emmanuel Macron. Donc le Rassemblement national aujourd'hui a fait 2 fois plus qu'Emmanuel Macron, parce qu'on a bien vu que Mme Hélier n'était pas la candidate. Quand on a un Premier ministre qui arrache le micro pour prendre la parole, c'est vraiment arrivé au secours de la candidate. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national est arrivé massivement en tête aux élections européennes, c'est historique. Même en Loire-Atlantique, on est arrivé massivement en tête, dans toute la région on arrive en tête. Donc le Rassemblement national est la première force en termes de nombre au Parlement européen, c'est tout sauf anodin. C'est réellement tout sauf anodin, ça démontre que les idées patriotes en France, qui est quand même un des pays fondateurs de l'Union européenne, est en train de progresser, et ça se voit d'ailleurs notamment dans beaucoup d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Hongrie évidemment, et aussi récemment en Autriche, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a un mois avec le FPO. Donc le Rassemblement national siège dans un groupe parlementaire qui s'appelle Patriotes pour l'Europe. Bah, si vous voulez, le groupe un peu résume tout, parce que nous on a toujours considéré que l'Union européenne n'existait pas, fatalement c'est une construction politico-juridique. Jordan avait résumé, votre Union européenne a 300 ans, notre Europe elle a 3000 ans. Donc c'est ça l'enjeu. Nous, on se considère comme étant des patriotes,
attachés à notre patrie, à notre identité, ce qui ne veut pas dire avoir des relations avec d'autres partis, ne pas avoir pardon, de relations avec d'autres partis, bien évidemment que non. On a des relations avec d'autres pays, mais des relations fondées sur des intérêts partagés, et fondées sur un héritage partagé. La civilisation européenne, c'est une civilisation judéo-chrétienne, n'en déplaise dans cette saison de décembre, ça a un sens, parce qu'on voit bien que certains adversaires politiques essaient de nous empêcher d'avoir des crèches. Tout ça, ça peut pas paraître peut-être un peu éloigné, mais c'est très révélateur un peu du clivage qu'on peut avoir entre ceux qui sont plutôt mondialistes, woke, etc., parce que ça y participe, et ceux qui se revendiquent patriotes, attachés à une identité, à une culture. Et c'est aussi ce clivage-là, on le voit aussi au Parlement européen. Donc très brièvement, les groupes politiques, donc il existe des groupes politiques répartis avec, de mémoire, il faut 7 pays qui représentent, je crois, 15% du corps électoral entier, ou de la population entière pour pouvoir fonder un groupe. Donc nous avons la gauche, qui est représentée par Manon Aubry, qui est d'ailleurs présidente du groupe. Nous avons les Verts, nous avons le PS, donc tout ça c'est un peu l'alliance de la gauche et de l'ultra-gauche qui vote des textes avec la majorité von der Leyen, notamment sur le Green Deal, le pacte vert pour la décroissance, et tous ces propos, toutes ces mesures qui visent à clouer au sol notre agriculture, mais pas que ça, notre industrie et évidemment l'automobile, notamment la fin des véhicules thermiques en 2035. Tout ça, c'est la gauche, les Verts, le PS, une partie de Renew qui se sont associés pour mettre en place ces mesures qui sont des mesures absolument dramatiques. Donc Renew, c'est le parti centriste, c'est le parti qui est présidé par Madame Valérie Allier, qui représente, ce qu'elle représente en France, c'est-à-dire quasiment rien du tout. Dans la rue, il y a très peu de Français qui connaissent Valérie Allier, même relativement peu aussi au niveau européen. Mais elle reste quand même présidente de ce groupe, qui est un groupe un peu centriste, qui s'associe à la fois à la droite, à la fois au PS. Enfin, c'est un groupe, on ne sait pas comment le situer idéologiquement, si ce n'est que ce sont des gens fédéralistes. Madame Valérie Allier avait annoncé durant la campagne qu'elle n'était pas contre un impôt européen, par exemple, ou qu'elle n'était pas contre des sous-commissions ou une commission en part entière sur la défense. La défense est l'apanage des territoires, des nations, pardon. Donc, par définition, l'Union européenne ne peut pas avoir de compétences sur la défense, et elle n'en a pas juridiquement. Mais si vous voulez, tous ces gens-là essayent de s'approprier des compétences qui ne sont pas les leurs, et qui justifient ça en disant il y a une guerre un peu à droite, un peu à gauche, il se passe ci ou ça. Ils se servent d'un tout petit exemple pour s'approprier toujours plus de compétences. À la limite, c'est déjà condamnable, mais si en plus ils savaient les exercer, on serait peut-être un peu moins critique. Mais ils ne savent même pas exercer les compétences qui s'arrangent. Donc ça pose problème. Donc le PPE, bon, il y a tout à dire du PPE, parce que c'est lui qui tient un peu les ficelles au niveau européen. Donc c'est Madame von der Leyen qui est la vice-présidente, qui est la présidente de la commission, pardon, et qui est aussi une figure vraiment très clivante. Hein. Il n'y a pas besoin de parler du Covid, mais même sans ça, on peut parler aussi de sa prise de parole dans la dernière annonce des commissaires européens. Elle a choisi des commissaires qui étaient typiques de ce que les Français et tous les Européens avaient rejeté. Elle a proposé 2 commissaires qui sont anti-nucléaires, donc de mémoire c'est le commissaire danois et le commissaire espagnol en charge de l'environnement et de l'industrie. Elle a proposé des gens qui défendaient complètement l'opposition, complètement des éléments qui étaient à l'opposition de ce que nous défendions. Donc c'est un choix politique. Elle a défendu notamment le Mercosur. C'est elle qui est allée signer il y a 2 semaines, un accord sur le Mercosur, alors que tout le monde était opposé, que ce soit au niveau européen, au niveau des différents groupes politiques, relativement tout le monde était opposé. Elle a été signée en catimini un accord qui ruinera notre agriculture et qui ruinera aussi de nombreux États qui sont fondés sur l'agriculture comme nous. Donc ECR, les conservateurs européens, donc c'est Madame Meloni, donc, qui est italienne, qui représente un peu une droite qui a tendance parfois à s'allier avec le PPE. Il faut bien le reconnaître, dans la mandature précédente, ils étaient alliés sur certains textes, mais somme toute, c'est un groupe politique qui essaie quand même d'avoir des positions assez fermes sur l'immigration, assez fermes sur la défense du nucléaire, mais qui fait le choix quand même de rester auprès du PPE et parfois auprès de Renew sur certains textes, notamment auxquels sur l'industrie. Le PFE, donc Patriotes pour l'Europe, comme j'évoquais tout à l'heure, qui est devenu la 3e force politique au niveau européen. Donc ça aussi, c'est historique. Nous étions, durant la mandature précédente, le 5e ou le 6e groupe durant le mandat. Là, nous sommes devenus la 3e force politique. Ça démontre qu'une chose, que le Rassemblement national est capable de fédérer au niveau européen, parce que 86 députés, le Rassemblement national compte 30% parmi ces 30 députés parmi ces 86. Donc c'est réellement le Rassemblement national qui porte ce groupe. Nous avons dans ce groupe nos alliés comme Matteo Salvini qui est au gouvernement, nous avons les Hongrois, nous avons les Portugais avec Chega, qui est un nouveau petit parti qui est en train de monter également. Les choses assez nouvelles, nous avons aussi Vox, qui est le parti espagnol
qui est considéré un peu comme le Rassemblement national, patriote, anti-mondialiste, etc., qui est dans la délégation, enfin, qui est membre de la délégation du PFE au Parlement européen. Donc tout ceci démontre que nous arrivons à incarner une opposition, et nous sommes aujourd'hui le 3e groupe au Parlement européen, ce qui est réellement historique et réellement important. Parce que si on s'associe avec ESN, donc qui est le groupe des souverainistes et des nationalistes européens qui concerne l'AfD, les Allemands et Madame Sarah Knafo, parce que Madame Knafo, qui a été élue sur la liste de Reconquête, est la seule à rester dans ce groupe politique. Donc si, et c'est déjà arrivé sur certains amendements, notamment sur l'industrie ou le nucléaire, ESN, PFE et ECR, et une partie du PPE avaient réussi à faire passer quelques amendements. Donc ça démontre bien, mais c'est encore une fois, c'est assez long à mettre en pratique, parce qu'ils ont tout cadenassé pendant des années. Nous avons réussi quand même à avoir quelques petites victoires, somme toute assez modestes, mais qui démontrent quand même que le Rassemblement national et les Patriotes pour l'Europe incarnent quelque chose au niveau européen. Et ça, c'est réellement important, parce que c'est quelque chose qui est totalement historique. Et on l'a bien vu notamment avec l'annonce des nouveaux commissaires européens. Le Rassemblement national, en plus d'avoir voté contre la candidature de Mme van der Leyen à la présidence de la Commission, à l'inverse du PPE, pour ce qui est assez logique, de M. Bellamy, qui a fait semblant de s'abstenir. En réalité, lui s'est abstenu, mais son groupe a voté pour. Donc en réalité, si tu t'abstiens sur un vote aussi important et que tu sièges avec des gens qui ont voté pour, il y a quand même une incohérence majeure. Donc François Bellamy, qui ne représente que 6 députés, alors que c'est quand même un parti historique de gouvernement, a fait le choix de pactiser avec des gens qui défendaient van der Leyen. Et ça a été pareil pour le vote des commissaires européens. Ils ont voté pour des commissaires européens, comme j'évoquais, donc celui sur l'agriculture, M. Séjourné, qui a été aussi mis fortement en avant lors de la dernière campagne, qui est un candidat qui a été nommé à un poste très important de vice-président à la stratégie industrielle, alors qu'il n'a aucune compétence. Son seule compétence, c'est d'avoir été un proche d'Emmanuel Macron, qui a été nommé ministre tardivement aux Affaires étrangères, et qui n'a en réalité rien fait, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, et au Parlement européen et au sein de la Commission, il ne fera rien. C'est un candidat qui n'a aucune expérience, qui a été placé là uniquement par le fait du prince. Mais même tant ça, ça démontre aussi qu'Emmanuel Macron a du mal à incarner au niveau européen. Parce que théoriquement, le candidat d'Emmanuel Macron, c'est Xavier Breton. Il a fallu que Mme van der Leyen décide que ce n'est pas Xavier Breton pour qu'on change, Thierry Breton, pour qu'on change de candidat à la dernière minute. Donc ça démontre bien qu'en réalité, Emmanuel Macron n'est pas écouté au niveau européen. Si même la première puissance économique avec l'Allemagne, la première puissance historique du Parlement européen et des institutions européennes, n'arrive pas à imposer son propre candidat, mais on se moque de nous. Van der Leyen se moque de nous. Et c'est des gens qui ont contribué à faire réélire cette personne-là. Donc je pense qu'on n'a rien à attendre un peu de cette espèce de coalition, un peu comme le parti unique à l'Assemblée nationale. Il y a une coalition qui nous est hostile, on le sait, mais c'est pas grave parce que nous continuons à augmenter nos scores, nous continuons à proposer des textes qui défendent les intérêts des Européens. Donc c'est ce qu'on continuera à faire durant le mandat, avec cette fois-ci l'avantage d'être une force dont on ne peut pas se passer. Réellement, on ne peut pas se passer des Patriotes pour l'Europe, et on ne peut pas se passer du Rassemblement national, qui est la première force au Parlement européen, en termes de nombre, et ça c'est réellement important. Donc je l'ai évoqué, nous sommes le 3e groupe au Parlement européen, donc 86 députés, avec 13 pays différents. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les pays, mais il y a la France, il y a la Hongrie, la République tchèque, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, en partie, et c'est important parce que nous avons des pays avec des partis qui sont au pouvoir. Le Fidesz, avec Viktor Orban, qui est Premier ministre depuis très longtemps, est avec nous. Donc ça démontre qu'on est capable de fédérer aussi des chefs d'État, des chefs de gouvernement, qui permettront à Marine Le Pen d'avoir une stature présidentielle qu'elle a déjà, mais aussi au niveau international, avec des alliés de poids qui sont au gouvernement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le cas notamment de Matteo Salvini, qui est ministre des Transports. C'est le cas donc, du FPO, qui a fait un excellent score dernièrement. Et aussi du Diaz Blanc, qui a augmenté ses voix lors des dernières élections en Belgique. Gauthier, je te laisse continuer. Oui, enfin bref, vous avez expliqué tous ces partis et tous ces pays qui composent donc notre délégation, enfin pardon, notre groupe au Parlement européen, parce que quand on veut faire un groupe au Parlement européen, bien sûr, on respecte la logique de l'institution européenne, donc on est obligé de coaliser ensemble des pays différents. On ne peut pas uniquement avoir un groupe avec que des Français ou des Italiens. Il faut plusieurs nationalités. Et c'est très lié, ça, à la culture du Parlement européen, qui est une culture du compromis, d'une gouvernance partagée entre des groupes qui sont différents, avec des libéraux, des conservateurs, des groupes de gauche. Ils sont capables, ces groupes,
en face de nous, il faut bien le dire, de co-gérer l'Europe, de co-gérer l'Union européenne, de telle sorte qu'ils ont des vice-présidences du Parlement européen et que nous, nationaux, nous n'en avons aucune, par exemple. Il n'y a aucun député patriote qui a une vice-présidence du Parlement. Pourtant, vous l'avez vu, nous avons en réalité, si on compte tous les groupes nationaux, 78 députés, plus 86, plus 25. Donc nous aurions normalement la légitimité politique pour avoir des vice-présidences au Parlement européen, et naturellement les autres groupes en face se coalisent pour nous empêcher d'avoir ces postes auxquels nous avons droit. Ce n'est pas qu'une histoire de postes, ces vice-présidences, de même que les présidences des commissions parlementaires, elles permettent concrètement de faire avancer des textes. Donc à la fois les médias vous disent que le RN ne fait pas le travail, en gros, parlementaire européen, ne travaille pas sur des amendements, ne travaille pas sur des textes, ce qui déjà est faux, mais il faut savoir que tous les groupes en face de nous s'organisent de telle manière à ce qu'ils conservent le pouvoir, à ce qu'ils co-gèrent le Parlement européen, à ce qu'ils co-gèrent la construction européenne dans le sens de leurs intérêts. Et ces groupes, ce sont les socialistes et démocrates, donc le centre-gauche, Renew auquel appartiennent les macronistes, et puis le PPE qui est un peu le centre-droit. Voilà, il n'y a pas d'histoire de droite et de gauche. On voit que ces gens-là sont unis à la fois pour conserver le pouvoir et pour prévenir toute tentative un petit peu critique de l'actuelle construction européenne, toute tentative un petit peu souverainiste de contester le projet européen tel qu'il est. Et donc, pour contrecarrer en partie cela, nous avons ce groupe des Patriotes pour l'Europe, qui s'appelle PFE, dont le manifeste est simple. C'est un groupe qui croit en des nations fortes, fières, indépendantes, c'est-à-dire qu'il a en lui l'idée souverainiste. Il croit en la souveraineté des nations. Ce groupe croit que les nations sont quelque chose d'important dans l'organisation collective des sociétés humaines, que tout ne peut pas se régler par le marché, que les nations sont encore quelque chose d'important et de protecteur au XXIe siècle. Parce qu'il y a tout un discours qui grandit à la fois chez les libéraux et puis à l'extrême gauche, qui explique que la nation est quelque chose d'archaïque, est quelque chose du passé, est quelque chose de violent, d'inégalitaire. Nous affirmons au sein des Patriotes pour l'Europe, nous affirmons au Rassemblement national, vous le voyez bien au quotidien, que la nation est quelque chose d'important et qu'il faut à tout prix la défendre parce que c'est notre bien commun par ailleurs, la nation. Jean Jaurès, qui n'est pas un homme d'extrême droite par définition, Jean Jaurès disait que celui qui n'a plus rien, la nation est son seul bien. Voilà, ça illustre combien la nation est un commun essentiel et les gens qui sont morts à Verdun en 1916 ne sont pas morts pour la dérégulation de je ne sais quel marché, de je ne sais quelle marchandise. Ils sont morts pour défendre la nation française, qu'ils aient été bretons, basques, occitans, parisiens. Ils sont morts pour la nation française, quelle qu'ait été leurs identités locales propres. Donc la nation, pour nous, c'est quelque chose de très important. En même temps, notre idée n'est pas ni nationaliste ni impérialiste, c'est-à-dire que nous aspirons à ce qu'il y ait des nations, mais qu'elles coopèrent en concorde les unes avec les autres. Voilà, nous considérons que les autres régions du monde ont aussi le droit, si elles le souhaitent, de s'organiser en nations, et de fait, nous sommes un monde d'États-nations. Il y a 193 États-nations, c'est plutôt la forme d'organisation humaine majoritaire. Ça n'est pas pour rien, et ça doit donc durer selon nous. Ces nations, elles doivent protéger leurs frontières, les nations européennes en particulier, stopper l'immigration illégale qui maintenant se déverse depuis des décennies, mais particulièrement depuis une dizaine d'années. Et nous devons préserver notre identité culturelle. Brian vous l'a résumé en vous parlant de Noël, qui est une anecdote sans en être une. Parce que c'est très important pour nous d'avoir, ici à Nantes par exemple,
des décorations de Noël dans l'espace public, et non pas des espèces de machins qui sont des voyages en hiver, je ne sais quoi, qui sont esthétiquement... bon, moi je trouve pas ça spécialement moche, mais esthétiquement, et puis surtout symboliquement, qui veulent dire quelque chose de très négatif. Qui veulent dire aux Nantais que la maire de Nantes se fout de Noël finalement, et ne veut pas vous souhaiter un joyeux Noël. Bon. Eh bien nous disons, à travers l'exemple de Noël, qu'il est important, pour citer le manifeste des Patriotes pour l'Europe, de préserver notre identité culturelle. Notre identité culturelle de Français, tout comme les autres peuples, sont légitimes à défendre leurs identités. Et en cela, nous disons, par exemple, que les pays d'Afrique, les Africains, ont toute légitimité à défendre leurs identités nationales, mais aussi à garder leur population chez eux. Parce que s'il y a une immigration massive qui se déverse en Europe, eh bien forcément, il ne peut pas y avoir la constitution dans ces pays africains de classe moyenne, il ne peut pas y avoir de docteurs, d'ingénieurs qui contribuent à développer ces pays. Et ces pays, non seulement nous appauvrissent, nous, avec l'immigration, mais s'appauvrissent eux-mêmes. Donc il y a un intérêt commun, réciproque, à défendre nos identités culturelles. Et ce que nous disons pour nous, peuple français, nous le disons implicitement pour tous les autres peuples du monde. Et vis-à-vis de l'Afrique, certainement, il y a lieu d'avoir des logiques de co-développement qui font que les pays africains gardent leur population chez elles et développent leur pays plutôt que d'initier cette immigration qui est de plus en plus maintenant une immigration de submersion en Europe. Donc nous protégeons notre identité européenne, dont Brian vous a rappelé qu'elle est judéo-chrétienne. C'est un héritage gréco-romain qui puise dans l'Antiquité gréco-romaine. Et nous refusons naturellement tout transfert de souveraineté à l'échelon européen. Nous refusons que la Commission européenne soit le nouveau gouvernement de l'Europe, un gouvernement qui ne dit pas son nom. Nous refusons que des commissaires non élus, que nous ne connaissons pas, décident pour nos politiques agricoles, nos politiques industrielles, décident peut-être demain que notre défense soit commune, décident peut-être que demain la France n'ait plus le droit à son arme nucléaire, ou des choses comme cela. Nous refusons que des commissaires européens, et à leur tête la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décident pour les Français. Et nous respectons naturellement le droit de veto des nations, qui est une arme pacifique, au service des intérêts supérieurs des 27 États membres de l'Union européenne. Alors, qui sont nos députés, ce qu'on appelle la délégation française du groupe des Patriotes pour l'Europe, c'est-à-dire, pour simplifier, les députés du Rassemblement national au Parlement européen. Ceux que vous avez élus le 9 juin dernier aux élections européennes. Vous les avez là par ordre alphabétique, mais en réalité, plutôt peut-être vous les présenter par ordre d'importance. Naturellement, notre chef, Jordan Bardella, qui était candidat tête de liste aux élections européennes, et maintenant le président de notre nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe. Notre deuxième de liste, Mathilde Androuet, qui siège à la commission... Oui, j'ai fait une petite erreur. Notre deuxième de liste, Malika Sorel, qui est donc une écrivaine. En fait, je vais vous les présenter par ordre alphabétique, parce que je n'ai pas la mémoire de tous les chiffres. Mathilde Androuet, donc, qui siège à la commission environnement. Christophe Beck est un ancien préfet. On vous explique souvent que le Rassemblement national n'a pas finalement de ressources humaines. Que demain, si on gouverne, on ira à l'aventure, on ne saura pas avec qui et pourquoi faire. Bon, Christophe Beck est un ancien préfet. C'est quand même un grand serviteur de l'État. C'est un haut fonctionnaire qui sait donc de quoi il parle, et il siège maintenant au Parlement européen dans notre groupe. Marie-Luce Brasier-Klein siège dans la commission du développement régional, c'est une élue ultramarine de la Réunion. Marie Dochy, qui siège dans la commission de l'emploi.
Valérie Deloche, qui est une agricultrice et siège à ce titre dans la commission de l'agriculture, Mélanie Didier, qui est élue du Nord, Anne-Sophie Frigou, vous la connaissez sans doute parce qu'elle était à l'Assemblée nationale il y a 2 ans environ, et puis les macronistes, les macronistes de sa circonscription ont dit qu'il fallait refaire l'élection parce que le résultat ne leur convenait pas. Il y a eu une élection partielle et hélas, Mme Frigou a perdu son mandat. Mais elle est maintenant députée européenne dans notre groupe. Angéline Furet, voilà, qui était donc censée venir aujourd'hui vous expliquer ce que je vous explique en ce moment. Donc Angéline Furet de la Sarthe, Jean-Paul Garot, très important, est le président de la délégation française du groupe des Patriotes pour l'Europe. Jordan Bardella est le président du groupe, donc des différentes nationalités, les Espagnols, les Italiens, les Français, etc. Mais c'est M. Garot, qui est un ancien magistrat, qui vient de l'UMP, qui est le chef de notre délégation. Catherine Griset, France Jamet, qui appartient à la commission de la pêche, Virginie Joron, que sans doute vous connaissez un peu, qui s'occupe beaucoup de questions de santé publique, et notamment de ce qui est maintenant la politique vaccinale de la Commission européenne. Nous ne souhaitons pas que l'Union européenne s'occupe des vaccins. Madame Joron le dénonce, et ça fait partie des grands sujets qui lui sont à cœur. Fabrice Leggeri, que vous connaissez sans doute, qui est l'ancien président de Frontex, qui est donc cette agence européenne chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est quelque chose de très important. Là aussi, vous avez l'exemple de quelqu'un qui nous a rejoints et qui vient maintenant apporter ses compétences pour le mouvement et pour notre groupe. Monsieur Julien Leonardelli, qui est responsable du parti en Haute-Garonne, Thierry Mariani, que vous connaissez comme ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi, comme monsieur Garot, vient de l'UMP, Alexandre Nicolic, qui c'est commission de l'industrie, oui, qui est donc membre de la commission de l'industrie. Monsieur Nicolic s'occupe au niveau du RN des fédérations, c'est le responsable national des fédérations du Rassemblement national. Philippe Olivier à la commission des transports, que vous connaissez, conseiller spécial de Marine Le Pen. Gilles Pénel, commission de l'agriculture.